Ça gaze les gars. Aujourd'hui, je suis chaud pour chômer du shonen, le genre de prédilection de nos chers lecteurs français. À base de rayons magiques, de personnages qui crient le nom de leurs attaques, et d'arcs à rallonge qui a commencé quand t'étais au collège, et où ils affrontent toujours le même méchant depuis que tu as fini le lycée. Et comme tout le monde, votre serviteur a toujours été très fan des shonen. C'est facile d'y voir des formules, mais je trouve que tous les titres majeurs se sont démarqués pour de bonnes raisons, et comptent parmi les aventures les plus passionnantes à suivre de mon adolescence. Je dirais même que je me suis mis à apprécier encore plus les shonen sous un regard plus adulte et plus consciencieux des ficelles de la fiction. Et vous avez vu le titre, mais je vais me concentrer sur une de ces ficelles qui, quant à elle, m'interpelle beaucoup moins qu'à mon enfance. Les systèmes de pouvoir. Fini l'époque où je cataloguais le nom de toutes les techniques de Luffy après avoir perdu ma merde lorsqu'il est passé en Gear Second à Enies Lobby, où je lisais des blocs de texte interminables pour expliquer ce que fait tel ou tel pouvoir au niveau cellulaire, qu'en fait les héros retournent la situation en concentrant leur chakra d'énergie occulte en polarité inverse le jeudi pour... Est-ce qu'au fond, on s'en foutrait pas un peu? Nous, tant qu'on voit des gros lasers, des crapauds géants, un mec tronçonneuse sur un mec requin dans une tornade d'intestin contre Mamzelle Torpille... Je suis une torpille! On va pas se plaindre. Parfois, une explication simple suffit à ne pas briser notre incrédulité. L'incrédulité, elle est déjà mise à rude épreuve dans n'importe quel shonen. Le méchant en face de toi, il s'appelle Spaghetti Ravioli et t'as besoin d'une disserte pour pouvoir t'amuser avec ses pouvoirs. Si on est honnête quelques minutes, qu'est-ce qui rend un système de pouvoir intéressant? Qu'est-ce qui rend un combat intéressant? Qu'est-ce qu'implique un système de pouvoir dans une histoire typique des shonen du Jump vis-à-vis de ses personnages et de leur univers? Pour le savoir, on va remonter légèrement aux origines. D'abord, que cherchons-nous par système de pouvoir? Un système qui suit certaines règles, permettant d'exploiter certains pouvoirs avec certaines limites, accessible à plusieurs personnages avec un échiquier de rapport de force, et de préférence avec un nom. Alter, Fruit du démon, Stand, Cosmos, toi-même tu sais. Le schéma des shonen à pouvoir comme on le voit aujourd'hui est difficile à situer. Les shonen les plus populaires du début des 70s étaient soit sportifs, soit plus proches du tokusatsu, c'est-à-dire les héros en costume japonais qui avaient leurs attaques, leurs monstres ou organisations criminelles de la semaine basés sur des concepts divers et variés. À la fin des années 70, le Shonen Jump utilise des systèmes de pouvoir assez vagues. Dans Cobra, l'univers SF et la technologie justifient les combats selon les situations. Le Psycho Gun de Cobra est l'arme la plus puissante de la galaxie, mais se retrouve inefficace face au corps de Crystal Boy. La résolution de ce combat célèbre est faite lorsque la SF rencontre l'arme archaïque, un outil mémorable qui se justifie par sa toile de fond de l'espace, parce que Cobra c'est essentiellement une série d'aventures de l'espace. On est encore très loin des échiquiers de puissance sur des bases égales ou similaires qu'on a l'habitude de voir. À cette époque sort aussi Kinnikuman, un des shonen les plus influents qui mêle super-héros, tokusatsu et luchador, qui a popularisé les arcs de tournoi. Ici, les personnages sont des surhommes qui ont chacun leur pouvoir à eux, comme Ramen Man qui mange littéralement un super nazi après l'avoir transformé en nouille. Et j'encourage tous les militants de gauche à faire pareil. Même si nous avons un système nommé, le Choji, qui comme le Ki dans Dragon Ball situe la force de tel ou tel personnage, on se rapproche un peu, mais on n'est pas encore au système de pouvoir qu'on connaît. C'est un what if tous les pays du monde avaient leur Ultraman et se battaient contre Satan. Ou des hommes urinoirs aussi. L'attaque de la Grande Ourse est d'une puissance incalculable. Moi-même, j'ai des difficultés pour le calculer. En 83, Hokuto no Ken fait l'effet d'une bombe. Et ça y est, nous l'avons, un système bien nommé, les arts martiaux du Hokuto Shinken et du Nanto Seiken. Au début introduite comme une rivalité binaire entre deux rivaux, au fur et à mesure, Kenshiro rencontre d'autres maîtres en arts martiaux, dont ses frères qui deviennent les antagonistes principaux qui pratiquent le même art que lui. Nous avons l'échiquier de puissance, Jagi est un gros naze sans talent qui complémente sa jalousie, tandis que Rao est un monolithe de puissance intimidant qui va de pair avec son ambition et orgueil démesuré. Hokuto no Ken renouvelle ses rencontres sur la façon dont les personnages personnalisent leur Hokuto ou leur Nanto, avec des cas à part comme Juza, personnage casse-cou qui invente son art qui n'appartient à aucune école. Seulement, les limites sur ce que peut ou ne peut pas faire le Hokuto Shinken n'est jamais vraiment établi. Kenshiro peut trouver une technique étrangement spécifique qui peut le sortir de n'importe quelle situation, au point où les bienfaits de l'acupuncture peut aller de manipuler les mouvements d'autrui, faire exploser les gens, rendre la parole aux muets, communiquer avec les esprits, manipuler la mémoire et devenir intangible tellement t'es trop triste. Le Hokuto Shinken n'est pas seulement un système de pouvoir, c'est un laissez-passer pour incarner Kenshiro comme le plus grand des faiseurs de miracles. Eh ben si lui fait des miracles, tu peux m'appeler Jean-Baptiste.
Et ça fonctionne complètement ainsi, car Ken est aussi une figure christique dans un monde ravagé par la violence. On a un système de pouvoir, mais il ne suit pas la nature des limites qu'on retrouve dans les shonen qui l'ont succédé. Kenshiro explose du punk à l'appel sans trop de difficultés, et seuls quelques rares maîtres en arts martiaux réussiront à lui poser une quelconque résistance. En soi, Kenshiro ne peut en théorie faire qu'exploiter les secrets du corps humain, mais le Hokuto sert davantage à mettre à l'avant son rôle. L'extravagance de ses capacités ne font pas seulement de lui un surhomme, mais un personnage carrément biblique. Et là, on pourrait se demander, est-ce que les systèmes de pouvoir ne seraient pas une façade de mise en scène ? Si les pouvoirs peuvent faire tout et n'importe quoi, alors pourquoi prétendre qu'il y a des règles ? Ken le Survivant est un de ces exemples où le protagoniste est toujours au maximum de ses capacités, et ce, dès le premier chapitre. Là où lorsqu'on dit shonen et pouvoir, on a tendance à penser aux escalations de puissance, une escalation des enjeux, et ça, on le doit bien sûr à... On y est, Dragon Ball est entièrement focalisé sur l'aventure et l'escalation des enjeux. L'histoire d'un jeune garçon robuste qui affronte des armées maléfiques, s'entraîne chez des maîtres en arts martiaux, défie des rois démons et va jusqu'à rencontrer Dieu lui-même pour ensuite trouver une menace au-delà de la Terre. Dragon Ball, comme Hokuto no Ken à ses débuts, se basait beaucoup sur les arts martiaux, les films de Jackie Chan et les chorégraphies accompagnées de gags pour amuser les lecteurs. Dragon Ball se permettait tout de même des fantaisies inspirées de légendes traditionnelles, comme Tortue Géniale qui détruit la lune pour empêcher Goku de se transformer en terrible Ozaru. Mais Dragon Ball englobe tous les arts martiaux, les capacités surhumaines comme voler ou tirer des gros lasers de ses pieds, sous la même source d'énergie, le ki. Le ki est un barème physique qui délimite le potentiel et les capacités d'un personnage. Un personnage avec un plus gros nombre sera plus fort que Yamcha qui en a un tout petit. Ils se battent en matérialisant cette énergie sous différentes formes, et les personnages peuvent augmenter exponentiellement leur force par des entraînements, des artefacts ou des transformations. Le ki s'adapte à la volonté de Goku de toujours progresser, c'est donc un système de pouvoir qui se base sur le potentiel et le dépassement de soi. Ça permet aussi de créer immédiatement de l'attention. Lorsqu'un gâteau vert apparaît et dit qu'il a 10 000 milliards de puissance, tu peux t'assurer que tous les personnages vont chier dans leur froc et vont devoir trouver une combine pour avoir un plus gros chiffre que lui au plus vite. Goku galère, mais il surmonte toujours ces obstacles impossibles. Satisfaction garantie, la formule marche. C'est ce que nos collègues anglophones ont traduit en Power Level, une source intarissable de spéculation sur qui pourrait battre qui en analysant les plus minutieux détails d'à quel point ils sont balèzes. Pourtant, il y a un certain inconvénient à ce système. Les personnages secondaires ont du mal à suivre Goku, ses anciens ennemis deviennent ses amis, et eux aussi sont complètement dépassés par le nouveau méchant 1000 fois plus fort qu'ils ne l'ont jamais été. Je veux dire, en vrai, c'est génial, ça a ses avantages, comme je l'ai expliqué, ça définit les enjeux sans tergiverser. Mais ça décrédibilise un max les grands méchants qui étaient bien établis comme les alphas et les omégas de leur univers pour se prendre une branlée monumentale par le nouveau caïd du coin. Les enjeux qu'on prenait tant à cœur avant deviennent des faire-valoir somme toute artificiels pour la nouvelle menace. Je veux dire, vous vous rappelez de Dabra ? Bah lui là, il est aussi fort que Cell parfait. J'invente rien, hein, c'est Goku qui le dit. Ouais, je dirais que Dabra est à peu près du même niveau que Cell. Wait till you see the. Et comme par hasard, le power level des Saiyans, plus spécifiquement Goku, augmente à chaque fois qu'il livre un combat aux portes de la mort. Le ki est un système qui fonctionne, mais surtout à travers son personnage principal. Toriyama a d'ailleurs arrêté son manga à partir du moment où il cherchait à renouveler ses pouvoirs, en introduisant la magie avec Babidi et Boo, de nouvelles transformations et la fusion. À partir du ki et du Hokuto Shinken, nous avons eu plein de pouvoirs similaires. Le cosmos, l'onde, etc. Parfois les auteurs trouvent des enjeux par-dessus les enjeux, les Dragon Ball sont des objets uniques avec un pouvoir spécifique que le ki ne peut pas permettre. Ça permet d'avoir un objectif clair tout en situant le danger par le système de pouvoir. Mais l'alternative, c'est les stands de JoJo's Bizarre Adventure. Matérialisation des esprits combatifs des personnages, avec chacun un pouvoir spécifique, c'est l'individualité et la diversité sous la même appellation. Les stands ont le champ libre d'exploiter n'importe laquelle des idées de l'auteur. Et la formule narrative s'adapte aux rencontres étranges avec ces stands qui peuvent être tout et n'importe quoi. Ils sont cependant catégorisés, doivent suivre certaines limites, avec quelques exceptions, mais permettent un système de pouvoir où la puissance des personnages sont délimitées par la situation, leurs possibilités d'action et la stratégie, où le mystère du pouvoir adverse devient un puzzle pour nos héros. Cette approche dans la diversité s'est ensuite mélangée aux formules Dragon Ballesques comme avec le chakra, le nen, énergie occulte, les fruits du démon, pour donner les systèmes que nous avons aujourd'hui, avec des énergies à gros chiffres et des jobbers pour montrer qui a la plus grosse. Mais en même temps, des pouvoirs spécifiques à tout un chacun pour pimenter un peu l'action hebdomadaire. À partir de là, on commence à remarquer une pattern. Les systèmes de pouvoir deviennent intrinsèquement des prétextes de ce qui délimite ce qui est possible ou non dans leurs histoires.
et leurs tenants et aboutissants structurent les enjeux et la narration du manga dans son ensemble. Tout devient plus clair. Les pouvoirs ne sont là que pour créer une excuse à l'action tout en justifiant la place des personnages dans ce que veut raconter l'auteur, comme une sorte de filtre de créativité. En réalité, je pense que les mangaka ne se préoccupent pas tant que ça de la précision ou de la logique des systèmes de pouvoir. Ils pensent d'abord à des idées pour leurs histoires et appliquent un système en fonction de ce qu'ils veulent raconter à travers leurs personnages, même si l'incrédulité est mise moins à l'épreuve et les explications sont plus précises que dans Hokuto no Ken par exemple. Est-ce que ça a vraiment tant changé que ça? Chainsaw Man était un bol d'air frais en partie car Fujimoto a basé un système de pouvoir sur des concepts abstraits en expliquant quasi jamais rien au lecteur, ce qui lui a permis d'avoir un champ libre pour faire l'histoire la plus imprévisible et créative visuellement possible. Alors pourquoi on se bute à savoir qui c'est le plus fort entre Sangoku, Saitama et Satoru Gojo? Pourquoi autant de monde pense que le simple fait qu'un personnage soit plus fort qu'un précédent ferait automatiquement un meilleur enjeu pour son histoire? Au fond, on sait tous que c'est de la poudre de perlimpinpin. Pourquoi y a-t-il des stands? Tout simplement pour permettre à Araki d'écrire de nouvelles rencontres de films d'horreur chaque semaine. Pourquoi le ki des Saiyans augmente à chaque combat? Parce que Goku grandit à travers les épreuves de sa vie. Pourquoi le nen est aussi compliqué? Parce que Togashi veut donner la parité à ses personnages et leur permettre d'être aussi surprenants qu'uniques que tactiques. Car être Hunter, c'est aussi se jeter dans la gueule du loup. Et si le système ne plaît plus aux auteurs et qu'ils changent carrément d'avis, ils peuvent même les modifier en cours de route si ça leur chante, ou trouver de nouveaux types de pouvoirs à ajouter par-dessus qu'ils avaient pas du tout prévu, comme le haki ou encore une fois les stands justement. C'est une pilule dure à avaler, mais il y a généralement très peu de chances que vos mangaka préférés aient prévu tous les pouvoirs de tous les personnages dès le début. Et il y a des raisons légitimes de penser que Kishimoto s'est facilement emmêlé les pinceaux avec le foutoir des pouvoirs des Sharingan. Parfois, juste une explication pseudo-scientifique est plus efficace pour rapprocher le récit du réel, et proposer une vraisemblance cohérente, plutôt qu'une explication alambriquée sur des pouvoirs qui brisent ou inventent de nouvelles règles, tout en prétendant qu'en fait, non t'inquiète, il a pas triché. Une chose que j'adore avec One Piece, c'est qu'une fois, on a demandé à Oda pourquoi Sanji ne ressentait pas la douleur en se cramant la jambe à la diable. Un super pouvoir sorti de nulle part où il n'y avait pas d'explication précise. Et à ça, il a simplement répondu parce que la passion dans son cœur brûle bien plus fort. On a tendance à voir les Deus Ex Machina d'un mauvais œil, mais au fond, toutes les nouvelles techniques sont un peu des Deus Ex Machina, et en fonction du contexte, les Deus Ex Machina peuvent ou pas me déranger. Pourquoi j'ai un problème avec ce que font les Sharingan, et pas le Hokuto Shinken ou la jambe à la diable? Ça se décide dans l'axe entre l'ingénieux et le soporifique. D'ailleurs, réutiliser une technique déjà annoncée ou qu'on a vue avant pour finir un combat, ça ne se voit quasiment jamais, sauf si ça suit un arc d'entraînement. Dans les shonen à pouvoir, les Deus Ex Machina sont nécessaires pour surprendre et faire des finales cathartiques. Donc voilà, avec le temps, j'ai peut-être fini par devenir complètement aigri, mais je me fiche de lire des blougi-boulgas d'informations sur les spécificités d'un pouvoir pour qu'au final je comprenne que le héros il se bagarre contre une sauterelle. J'ai fait cette vidéo un peu dans le vide pour essayer l'exercice de me mettre dans l'état d'esprit d'un auteur de shonen, et à quel point l'estimation en tier list de qui est le plus mastoc devient la dernière des priorités. Enfin, sauf si t'es le papa de Baki, lui c'est tout en haut, direct. Le plus important la plupart du temps c'est de marquer visuellement, d'être adapté à un personnage ou de personnifier par le pouvoir, et dans aucun cas laisser le lecteur indifférent. Il faut que ton chapitre, là, il reste dans la tête des gens. Un système de pouvoir, ça sert avant tout à mettre en évidence pourquoi telle situation ou personnage est impressionnant. C'est ce contexte qui justifie la catharsis. Après, la créativité se juge aussi en fonction des limites, se restreindre à certaines règles et écrire sur comment évoluer avec les contraintes, ça peut faire des miracles comme avec Death Note ou Fullmetal Alchemist. Il serait pas temps de s'extasier sur comment les auteurs nous tiennent en haleine plutôt qu'avec quoi, et si nous écoutions Stan Lee sur le sujet. The person who'd win in a fight is the person that the scriptwriter wants to win. Et si on prenait ça à l'envers? Et si la narration n'était pas si importante face à la force des personnages? La fiction qui marque, c'est celle qui stimule l'imaginaire. Et ce serait jubilatoire de se dire que notre héros préféré, c'est bien lui le plus fort d'entre tous, même plus que les autres. Après tout, l'imaginaire n'appartient pas entièrement aux auteurs. Et se demander qui c'est qui gagne entre Goku et Superman, ça fait partie du fun. Si les enjeux de ces histoires mettent autant d'ampleur sur la puissance de leurs personnages, alors on est complètement en droit de spéculer. Qui prétendrait qu'en suivant les règles distinctes de chaque univers, aussi malléable soit-elle, que des coups, cette mauviette même pas capable de détruire une planète ait une moindre chance contre Freezer, ou pire encore, le papa de Baki. Alors voilà, cette vidéo elle était pas faite pour dire arrêtez complètement de faire du power scaling, mais de ne pas prendre pour argent comptant comment les mangaka opèrent pour nous faire avaler la pilule, et nous faire croire dans l'estimation des capacités de leurs personnages. Bref, les systèmes de pouvoir, c'est la manipulation qui nous permet d'imaginer. Merci, monsieur Abitbol, vous m'avez ouvert les yeux. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Il y a beaucoup plus à dire sur le sujet, mais j'espère avoir synthétisé ce que je voulais dire efficacement.
J'ai d'ailleurs pas trop évoqué l'importance du tokusatsu, du catch et des comics dans la culture pop nippone, mais je maîtrise déjà moins ces sujets-là. Si tu veux me soutenir et avoir plus de contenu dans ce genre, like, abonne-toi et commente, mais plus encore, un petit soutien sur Utip, genre 1€ tous les mois, ça refait ma vie, t'as pas idée. Allez, gros bisous.